C'est avec Ousmane Sonko et les autres que nous avons créé l'Interafricaine progressiste. L'Afrique n'a pas besoin de s'allier à un international dont l'épicentre se trouve, je ne sais plus, à Moscou ou à Washington, à Paris ou à Bruxelles. Pourquoi pas à Dakar? Pourquoi pas à N'Djamena? Pourquoi pas à Johannesburg? Voyez-vous? Et donc c'est justement fort de cette conviction qu'avec Ousmane Sonko et les autres, nous avons mis sur pied l'Interafricaine progressiste. Succès Masra, bonjour. Bonjour Edouard. Merci d'être venu nous voir à Pod d'Afrique. Merci à vous de m'accueillir. Ça fait quoi, Succès Masra, d'être jeune opposant politique en Afrique? C'est challengeant, mais on voit l'opportunité dans l'adversité. Aucun grand destin, aucune grande transformation ne s'est fait sans douleur, sans traverser du désert, parce que cette jeunesse abondante, majoritaire, veut des opportunités en ce 21e siècle. Une fois dans l'arène politique, quelles sont les contraintes que vous rencontrez en premier? Je dirais un peu les vieux réflexes. Voilà, il y a un nouveau monde qui est là, une nouvelle espérance qui est là, une nouvelle demande qui est là. Et puis il y avait les vieilles habitudes. On était face à un dirigeant qui, pendant 30 ans, a organisé un électoralisme sans démocratie et donc qui a pris le soin de donner l'impression que rien n'était possible autrement. Nous sommes arrivés peut-être cheville ouvrière en étant convaincus, comme le dirait un certain Nelson Mandela, que cela semble toujours impossible jusqu'à ce que ça soit fait. Votre parcours politique est également rythmé de ce combat, d'une forte opposition, mais également d'exil. Est-ce que finalement vous n'avez pas peur de vous isoler de votre pays, le Tchad, en restant en exil? Non, je ne suis pas en exil. Je suis sorti pour porter la voix du peuple et je vais rentrer. Mais mon rôle en tant que serviteur de ce peuple, c'est aussi de porter une voix et de rechercher des soutiens. Donc la solution serait plutôt à l'international? Non, la solution, je vous l'avais dit, mon plus grand allié, c'est le peuple tchadien, qui est debout et qui se bat, qui est touché mais qui est debout, et qui a envoyé ses porte-paroles porter sa voix à travers le monde et rechercher des appuis, des soutiens sur tous les plans. Quels sont ces appuis et ces soutiens, Succès Masra, que vous êtes venu chercher? Mais vous parlez et expliquez notre vision, c'est déjà aussi rallier les gens à notre cause. Le Tchad a été vendu au monde entier avec une narrative qui était totalement fausse, sur tous les plans. Et nous, notre rôle, c'est aussi de déconstruire tout cela. Et nous le faisons. Ça rentre dans ce que j'appelle le bouclier de la narrative sur le Tchad. Et donc, c'est une combinaison intelligente entre la force principale qui est au Tchad, mais les leviers d'action que nous pouvons avoir partout, des amis du Tchad qui se trouvent partout, même sur le sol africain. Aujourd'hui, en Afrique, on voit clairement dans certains pays qu'il y a cette nouvelle génération. Par exemple, au Sénégal, avec Ousmane Sonko. Est-ce que vous êtes en contact avec ces leaders politiques de cette nouvelle génération? Non seulement nous sommes en contact, mais c'est avec Ousmane Sonko et les autres que nous avons créé l'Interafricaine progressiste. Et j'espère d'ailleurs dans les prochaines semaines avoir l'occasion d'aller à la rencontre de mon ami Ousmane Sonko pour lui apporter à la fois mon soutien, mais en même temps aussi pour qu'on puisse ensemble parler à cette Afrique. Il y a des projets que nous sommes en train de développer ensemble pour que les gens aient une idée claire sur quels sont les types de partenariats que nous voulons demain. Et quelles sont justement les visions que vous partagez avec Ousmane Sonko? C'est d'abord l'obligation de défendre les intérêts de notre peuple, de nos peuples africains. Ça, c'est fondamental. Donc, le leadership serviteur, c'est quelque chose que nous avons en partage. Un des éléments que nous avons aussi en partage, c'est la confiance à faire au peuple lui-même et de construire, de co-construire avec ce peuple dans la confiance. Un projet nouveau, vous parlez de moyens financiers, d'indépendance également. Comment justement comptez-vous financer cela, Succès Masra? Mais c'est en étant capable, nous, de nous organiser. Vous savez, quand vous voulez vous libérer en tant que peuple, vous devez être capable de vous organiser. Nous pouvons demander même aux citoyens de contribuer au fond du leadership serviteur panafricain. Vous n'attendez pas une aide internationale? Non, les citoyens africains. Vous croyez dans la nécessité d'avoir plus de Sonko, plus de Masra dans vos pays? Contribuer. Et d'avoir donc ce fonds panafricain, ce fonds pour le leadership panafricain, dont nous lançons l'idée et qui permettra ainsi aux Africains à travers le monde
dans leurs différents pays de contribuer. Aujourd'hui, dans votre politique Succès Masra, qu'attendez-vous de la communauté internationale et de la France? La France a été la caution internationale la plus engagée qui a rallié l'Union africaine, les Nations unies et les autres partenaires autour de la nécessité d'accompagner cette transition avec la promesse ferme qui a été faite officiellement par le président français, d'un engagement qui a été pris aussi publiquement par le chef de la junte pour 18 mois pour un retour de la démocratie. Et la France s'est engagée en disant que la seule condition de soutien à cette transition, c'est de ne pas se transformer en un plan de succession dynastique. La promesse n'a pas été tenue, donc la France, mon peuple, à travers ma voix, lui demande d'être cohérente. Si elle ne l'est pas, elle sortira définitivement du cœur de notre peuple et elle ne sera plus audible nulle part sur le continent africain. Donc vous demandez clairement à la France de finir ce qu'elle a commencé au Tchad. Mais absolument, elle n'a pas de choix, sauf à considérer que la parole de la France ne vaut plus rien. Elle ne peut pas nous laisser avec une pourriture installée qui s'appelle la dynastie et un plan de succession dynastique. Vous contestez toujours la légitimité des BIFIS? Nous ne sommes plus à ça. Nous sommes au-delà. Il y a eu des engagements qui ont été pris, qui n'ont pas été respectés. Mais c'est ensemble que nous pouvons, en nous réconciliant sur la base de la justice et de l'égalité, de créer les conditions d'un retour de la démocratie. Nous sommes en train de nous battre pour faire en sorte de recoller ces deux morceaux parce que nous ne voulons pas arriver à une situation comme au Soudan. Donc c'est toutes ces diversités-là que nous avons voulu. Et ça, ce que je suis en train de vous dire là, sont dans les 5 propositions pour une réconciliation nationale sur la base de la justice et de l'égalité afin de procéder à un retour de la démocratie et de faire en sorte que même ceux qui sont aujourd'hui en train de gérer avec des faiblesses cette transition fassent partie de la solution. Vous parlez d'inclure donc des BIFIS? Bien sûr dans ce processus, parce que ça ne peut pas être la vengeance d'un camp sur un autre. C'est une véritable réconciliation nationale. Et croyez-moi, ce que je suis en train de vous dire, c'était les propositions que j'avais faites à Déby Père, à 4 semaines avant sa mort. Qu'en est-il de ces propositions? Il m'avait demandé de lui renvoyer ces propositions, 5 propositions pour une sortie honorable pour lui et pour libérer les énergies de la transformation du Tchad. S'il avait écouté ces propositions, il serait vivant à l'heure où je vous parle. Si ce sont des combines entre individus, etc., ces combines, je les aurais déjà faites avec le père, qui m'avait proposé aussi des choses. Mais je ne suis pas rentré. Il m'avait proposé de me nommer Premier ministre, le père. Que j'avais décliné, parce que j'avais considéré qu'il a nommé 20 premiers ministres en 30 ans, plus de 1000 ministres, et le résultat, le Tchad est dernier. Donc, mon intime conviction a consisté à lui dire, ce dont le Tchad a besoin, c'est un nouveau leadership, un nouveau coach, un nouveau coaching. Et ma responsabilité aussi, sans être naïf, c'est face à un peuple qui se bat pour sa dignité, d'être capable de mobiliser tous les moyens. Donc ma détermination à mobiliser tous les moyens, y compris le bouclier protecteur de ce peuple-là, j'y vais. En tout cas, vous êtes prêt à laisser votre vie pour le combat? Bien sûr. Quand on est engagé dans ce combat, on y va. J'aurais pu, moi, me retrouver dans la même situation que mes camarades. Puisqu'on était ensemble, il y a certains, on est sortis marcher, ils ne sont plus jamais revenus. D'autres, le lendemain, je n'étais pas avec eux pendant quelques heures, j'étais à un autre endroit, on est venu pour me chercher, on ne m'a pas trouvé, on les a trouvés. 27 ont été arrêtés, 23 ont été zigouillés. Mais ça aurait pu être moi. Ma vie n'est pas au-dessus de la leur. À un moment donné, je suis appelé ponctuellement à les servir à ce niveau de responsabilité que j'ai. Donc, j'entends assumer cette responsabilité vraiment tout au bout.